Les mots produits par la grammaire gamma ne sont pas des chaînes de symboles, mais des relations spatiales du sous-langage LO entre des processeurs parallèles capables de lire et d'écrire dans leur état respectif. Dans les faits, les états de ces processeurs sont à peu près analogues aux symboles et aux chaînes d'un langage ordinaire. Les processeurs de la grammaire gamma fonctionnent donc non seulement comme des transducteurs, mais également comme des emplacements symboliques pour des observables et des valeurs, tandis que leur état externe correspondent à des produits et que leur transition d'état réalise les productions de la grammaire. En d'autres termes, les états et les transitions d'état des processeurs de la grammaire gamma constituent une représentation de la grammaire gamma faisant du SSPL un langage dynamique automodélisant ou une auto-simulation interactive. Tandis que les grammaires ordinaires déterminent des informations, des états particuliers qui reflètent une information, une suite de mots particulière qui reflète une information, dans une syntaxe qui est posée comme un socle fixe de cette grammaire ordinaire. La grammaire génère des phrases dans une certaine langue, avec une certaine sémantique, une certaine syntaxe, et elle produit des mots, elle produit des informations. Elle les produit avec une récursion informationnelle standard, c'est-à-dire qu'on réapplique les mêmes règles de la grammaire l'une après l'autre pour générer des mots. La grammaire gamma, elle, évolue par récursion télique globale, récursion informationnelle par des syntaxes distribuées générées dans la phase de récursion télique primaire, et des récursions téliques locales. La grammaire gamma ne génère pas que des informations, que des états, puisqu'elle génère de nouvelles productions, de nouveaux processeurs. La grammaire gamma génère des produits qui coïncident avec des productions et des processeurs. Donc elle régénère les processeurs, elle régénère les productions qui sont les règles par lesquelles son univers va évoluer, par lesquelles ses produits vont évoluer. Et donc on ne peut pas penser que la grammaire gamma génère des mots dans un livre. Ce n'est pas la bonne image. La grammaire gamma génère des relations spatiales du sous-langage LO. Donc ici on met l'accent sur les produits de la grammaire gamma comme le monde physique, le monde des perceptions, décrit par les lois de la physique. La grammaire gamma génère ces relations spatiales dans l'univers objectif classique, dans le monde des perceptions, et elle détermine ces relations spatiales entre des processeurs parallèles capables de lire et d'écrire dans leur état respectif, c'est-à-dire dans les produits, dans les productions de la réalité, des relations entre des entités, des objets, des opérateurs syntactiques qui vont communiquer, qui vont faire évoluer la réalité, qui vont lire et écrire dans leur état respectif. Des mots sur un livre reflètent une grammaire qui génère des informations dans une syntaxe, dans une sémantique déterminée, et donc ne reflètent pas ce que l'on doit comprendre des produits de la grammaire gamma. Si on pense à ces processeurs parallèles, ils restent analogues à des symboles, à des mots d'un langage ordinaire. Ces processeurs qui réalisent des transductions d'informations, un processeur transforme une information, transducte une certaine information en une autre information. Ces processeurs sont également des emplacements symboliques pour les observables et les valeurs. Donc ils sont en ce sens analogues à des symboles, à des chaînes de symboles en des mots. Ce sont des emplacements qui jouent le rôle de potentiel d'observable, de potentiel de nouvelles valeurs, de nouveaux états. Ils sont des pages blanches du livre. Ils sont également des pages remplies. Ils ont des états externes qui correspondent aux produits de la grammaire gamma, qui sont associés à ces processeurs. Et ces processeurs ont également des transitions d'état, des manières de transformer leur état externe en de nouveaux observables, en de nouvelles valeurs. Et donc ils réalisent les productions de la grammaire. La production prend en compte l'état donné de dérivation grammaticale et génère un nouveau mot. Les mots de la grammaire gamma deviennent ces relations spatiales de l'univers objectif classique entre ces processeurs. On se concentre ici dans les produits observables de la grammaire gamma. La grammaire gamma est une grammaire qui fait évoluer non seulement le sous-langage LO, mais également le langage télico-récursif LS. Donc elle est plus large que ce sous-langage LO, tout comme une grammaire ordinaire est plus large que le mot final qui apparaît à la fin d'une dérivation de la grammaire en une phrase donnée. La grammaire gamma évolue avec des processeurs qui ne sont pas des processeurs qui sont inclus dans l'univers des observations, des observables. Mais si on pense ce que sont l'équivalent des mots d'une grammaire ordinaire pour la grammaire gamma, les mots, ce sont ces phrases de relations spatiales comprises dans l'univers classique entre des processeurs qui, eux, agissent à la fois comme des processeurs de la grammaire, comme des emplacements qui possèdent des états externes donnés, qui sont des produits de la grammaire, comme des processeurs qui portent les transitions d'état de la grammaire gamma.
les transitions d'état ne sont pas sur des tables externes qui sont lues par ces processeurs. Les transitions d'état sont portées à l'intérieur de ces processeurs. C'est la coïncidence entre production, produit et processeur qu'on trouve dans l'identification de cette grammaire gamma. Et donc on voit que ce langage, en fait, détermine à la fois le monde des perceptions en tant qu'il fait émerger des objets spécifiques, qui ont des états spécifiques et qui sont en relation les uns avec les autres dans cet univers, qu'on peut observer dans cet univers dans lequel nous sommes des observateurs, dans cet univers dont nous observons l'évolution au cours du temps, dans cet univers dont nous faisons l'expérience empirique. La grammaire gamma couvre l'univers d'où nous extrayons nos perceptions, et puisque la grammaire gamma place les processeurs et les transitions d'état de cette grammaire là où sont déterminés les états, les observables, les valeurs au sein de la réalité, l'ensemble de ces états et ces transitions d'état deviennent une représentation de la grammaire gamma. La grammaire gamma est identifiée comme l'ensemble des états et transitions d'état de ces processeurs. Les opérateurs syntactiques, qui sont autant de processeurs parallèles de cette grammaire, capables d'écrire, de lire, de faire évoluer leurs états en fonction des transitions d'état individuelles, distribuées, déterminées par la récursion télique globale, ces processeurs possèdent l'ensemble de ce qui caractérise la grammaire gamma. Chaque particule, chaque agent possède une partie de cette grammaire gamma. Dans leur ensemble, tous les processeurs recouvrent cette grammaire gamma, ce qui fait de ce langage SCSPL qui évolue par cette grammaire gamma un langage dynamique. Ces états ont lieu dans des processeurs qui réalisent des transitions d'état. Le langage est dynamique. Il est automodélisant puisque ce que le langage reflète, l'évolution du langage, c'est l'évolution qui est caractérisée par les états et transitions d'état des mêmes objets qui évoluent selon ce langage. En d'autres termes, ce langage auto-configurant, auto-traitant, ce SCSPL, est une auto-simulation interactive. Les objets déterminent un modèle de l'univers et simulent leur conformité à ce modèle. Le langage devient automodélisant et devient une auto-simulation. Les règles de transition d'état sont déterminées à l'intérieur des processeurs, à l'intérieur des opérateurs syntactiques, qui suivent ensemble, en conformité aux syntaxes globales de la récursion télique globale, en conformité aux récursions informationnelles par aux syntaxes distribuées, et en conformité aux récursions téliques locales qui sont distribuées localement à l'intérieur du système. Ils suivent ensemble les règles d'évolution qui émergent de ce langage lui-même, les règles de simulation de loi qui sont déterminées à l'intérieur de lui-même. Le langage n'est pas une simulation de règles établies à l'extérieur du langage, c'est une simulation de règles présentes à l'intérieur du langage lui-même. La réalité n'est pas comme ce composant informatique, ce composant computationnel qui simule une réalité externe qui serait géométrique, qui serait conforme aux relations spatiales que nous observons dans ce sous-langage LO, dans cet univers objectif classique. Plutôt, cet univers objectif classique forme les mots, forme les produits de cette grammaire gamma qui détermine de manière interne l'ensemble des règles d'évolution, qui le déterminent suivant cette structure distribuée, suivant cette contrainte d'émerger de la télèse, suivant la structure de ces opérateurs syntactiques. Le SCSPL est un langage dynamique auto-modélisant. C'est une automodélisation qui est complète du point de vue du langage dans son ensemble, mais c'est une automodélisation qui, du point de vue d'un agent, est contrainte par le principe télique, par l'optimisation de l'utilité généralisée au niveau de l'opérateur global. Donc c'est une automodélisation participative du point de vue de l'agent. Il incarne lui-même une configuration particulière de la grammaire gamma, une évolution particulière de la réalité de ce SCSPL par la récursion télique locale qu'il incarne, mais il incarne cette modélisation locale au sein de ce langage dynamique automodélisant dans son ensemble, dans lequel il participe à l'autosimulation généralisée, qui forme un ensemble de contraintes externes pour l'agent, l'automodélisation des autres agents et l'automodélisation générale de la réalité, qui évolue par le principe télique vers un objectif global et globalement orchestré, qui est l'optimisation de cette utilité généralisée, laquelle est perçue et modélisée par l'agent lui-même dans son effort à participer à cette optimisation de l'utilité généralisée. Le SCSPL, le CTMU, est cette théorie de l'autosimulation de l'univers. Les structures de l'univers, les lois distribuées, sont simulées à l'intérieur de ces opérateurs syntactiques qui évoluent par récursion télique, par
conspension, communication avec les autres opérateurs syntactiques, requantisation, redétermination d'un nouvel état au cours de ces cycles conspensifs. Langan se présente comme l'auteur de la théorie de la réalité comme autosimulation, d'après ce CTMU, d'après la résolution du paradoxe de Newcomb, d'après des articles ultérieurs dans lesquels il développe l'idée de cette réalité comme autosimulation. Dans la description suivante, les produits sont limités à ces produits finaux physiques associés à LO, ce sous-langage de l'univers objectif classique, ce sous-langage du monde de la perception, classiquement étudié dans le cadre des théories physiques classiques, s'appuyant sur les données sensorielles, sur les résultats d'expériences physiques. On va décrire le SCSPL avec des produits qui ne sont limités qu'aux produits physiques de ce sous-langage LO. Cela ne doit pas être interprété comme signifiant que les produits du SCSPL sont seulement ces produits physiques, car en fait, tout dans le SCSPL est dans une certaine mesure un produit télico-récursif de tout le reste. Cependant, lorsque l'explanandum principal est la réalité physique, lorsque ce que l'on cherche à expliquer est cette réalité physique observable scientifiquement, LO constitue un choix approprié de description pour le SCSPL. On va décrire le SPL quant aux produits physiques qu'il génère dans ce sous-langage LO, qui est ce sous-langage qu'on cherche à expliquer, c'est-à-dire l'évolution de cet univers objectif classique, de cet univers qu'on peut décrire avec nos sens, avec nos observations physiques dans cette réalité. On va décrire le SCSPL, ce sous-langage autoconfigurant, autotraitant, dans la mesure où il produit ses états et syntaxes dans ce sous-langage LO, en ignorant le fait que ce langage SSPL génère toute l'architecture préinformationnelle, métaphysique, qui ne se restreint pas à des configurations de ce sous-langage LO, qui ne se restreint pas à des configurations qui sont soumises aux lois physiques distribuées qui s'appliquent dans ce sous-langage LO, mais puisque ce que la théorie de la réalité cherche à expliquer, c'est la configuration de ce monde physique, comment est-ce qu'il évolue, quels sont les principes dynamiques par lesquels cette configuration de l'univers objectif classique évolue. C'est ce que se propose de décrire Langan comme un point clé explicatif du SCSPL. Comment est-ce que ce SCSPL explique l'univers observable scientifiquement? Ayant expliqué comment le SCSPL explique ce monde observable scientifiquement, on devra étendre nos conceptions pour comprendre le SCSPL comme ce qui génère, par récursion télique, l'ensemble de la réalité, même dans ses aspects métaphysiques, dans ses aspects non terminaux, qui ne se réduisent pas à ce sous-langage LO classiquement étudié et expliqué dans le cadre de la recherche scientifique. Langan pose le SCSPL comme cet ensemble de 5 objets, gamma, O, R, P, mu. Par la description de ces 5 composantes, on aura décrit le SCSPL en tant qu'il génère les produits physiques associés à ce sous-langage LO. Ce SCSPL, ce langage autoconfigurant autotraitant, se décrit donc avec ces 5 composantes. La grammaire gamma, qui est égale à le quadruplé, les objets O, les produits R, production P et la forme mu. Le langage SCSPL se décrit donc par ces 4 objets qu'on va décrire. Ce ne sont pas des symboles qui constituent une équation du CTMU. L'équation du CTMU, c'est la réalité extérieure est égale à la réalité intérieure. Une équation qui est posée dans des articles ultérieurs de Langan, mais ce sont des objets qui permettent de poser un formalisme pour décrire les différentes composantes qui interviennent dans ce langage et pour comprendre les interactions de ces différentes composantes les unes avec les autres. Le SCSPL est constitué de ces 4 objets, dont un ensemble O d'objets réflectifs actifs comprenant gamma lui-même, les processeurs, producteurs-réducteurs de gamma. Tous les processeurs sont capables de et sont réactifs à la récursion informationnelle déterministe. Les processeurs peuvent transformer la réalité selon des algorithmes déterministes. Ce sont des récursions informationnelles avec une structure donnée qui, à partir de certaines entrées données, donne de certaines sorties données, et donc ils répondent à des récursions informationnelles déterministes. O inclut un ensemble distingué grand sigma, composé de l'opérateur syntactique global gamma, des opérateurs syntactiques agentifs A, et des opérateurs syntactiques subordonnés, notés l'ensemble Q. Processeur cohérent capable de ou répondant à la récursion télique. En général, les parties de la syntaxe SSPL active au sein d'un opérateur donné dépendent de son type spécifique. Grand sigma inclut le processeur global gamma, l'ensemble Q indicé I de particules stables, réductibles et réductibles réactives à la récursion télique à un degré proportionnel de leur liberté et de leur cohérence,
ainsi que l'ensemble A d'agents téliques, opérateurs télico-récursifs actifs, ou tellers, capables d'exprimer la théologie au niveau local. Tous ces opérateurs syntactiques déterminent de la récursion télique, ou ils répondent à la récursion télique. Les particules stables, réductibles ou réductibles qui répondent à la récursion télique le font parce qu'elles sont nucléées par des télons qui sont déterminés par les agents. Donc cet ensemble distingué d'opérateurs syntactiques décrit la source des récursions téliques préinformationnelles, ainsi que l'ensemble des objets qui y répondent, typiquement les particules stables, réductibles ou réductibles. Si on pense que les individus ont de la liberté, les particules qui composent l'individu répondent à la récursion télique qui est concentrée dans cet individu, dans la mesure où elles sont nucléées, où un noyau commun à ces particules émerge, le noyau des télons spécifiques qui sont déterminés par l'individu. Donc les objets de l'univers comprennent gamma, qui est l'opérateur syntactique global, ainsi que les objets qui localement déterminent de la récursion télique, ainsi que les objets qui répondent à cette récursion télique. Ils sont façonnés par cette détermination de couple état-syntaxe déterminée par les agents et par l'opérateur global. Les éléments de A ne doivent pas nécessairement occuper LO, mais peuvent exister dans LS. LO, l'univers objectif observable, l'univers qui peut être mesuré par la science telle qu'elle est communément conçue. Cet univers physique mesurable ne contient pas les éléments agentifs A, qui peuvent être des déterminations qui peuvent jouer dans le langage téléco-récursif préinformationnel LS, et donc ils peuvent déterminer des états syntaxes à partir de la télèse non liée, l'UBT, donc sans s'appuyer sur des configurations particulières de ce langage LO. Donc ils peuvent innover à partir de ce langage LS qui, lui, configure non pas des récursions informationnelles déterministes, mais des récursions téliques qui font émerger des configurations nouvelles sur l'univers, des configurations libres. Ces éléments de A ne sont pas restreints au sous-langage LO de l'univers classique physique mesurable. Là où petit upsilon désigne le paramètre d'autosélection généralisée de gamma, les éléments de A sont requis par gamma en tant que contrôleur-capteur interne capable de répondre à petit upsilon. Donc quels sont les objets qui existent dans ce SSPL ? Déjà, le langage lui-même représenté par gamma est un objet de cet univers. Les objets sont des processeurs. Ils forment une auto-simulation interne de l'univers, donc ils sont des processeurs de l'univers. Les objets ne sont pas passifs, ils sont tous des processeurs. Et il y a une certaine hiérarchie qui se décrit par ces classes d'opérateurs syntactiques, l'opérateur global, qui permet la liaison globale et cohérente de la réalité, les opérateurs syntactiques agentifs qui sont impliqués dans cette évolution de l'univers par récursion télique, dans cette exploration de l'univers, dans cette optimisation de l'univers créative pour optimiser le paramètre d'autosélection généralisé petit upsilon, donc le langage qui émerge par ce principe télique qui distribue la minimisation de la déviation par rapport à l'utilité généralisée, donc qui maximise upsilon, contient ces agents A, ces tellers, qui sont capables de constituer des capteurs locaux de cette utilité généralisée. Ils détectent cette utilité généralisée et ils la contrôlent dans la mesure où ils sont capables d'apporter de nouveaux états syntaxes qui permettent de faire évoluer l'univers vers une moindre déviation par rapport à la distribution maximale d'utilité généralisée. Les opérateurs subordonnés, l'ensemble Q de particules stables, réductibles et réductibles, reflètent ces syntaxes communes, ces objets communs, qui sont des ressources qui peuvent être employées pour les récursions téliques par l'opérateur global et les agents. Ces objets n'occupent pas simplement le sous-langage LO, la réalité physique, observable scientifiquement, mais débordent dans ce langage plus large, le langage LS qui contient LO, qui admet des capacités mutables, locales, discrètes, des capacités de réponse ou créativité à partir de la télèse non liée, l'UBT, et donc qui reflète le fait que ces opérateurs syntactiques sont capables de récursion télique, ce sont des opérateurs télico-récursifs actifs au sein de l'évolution de la réalité. L'opérateur global gamma capte l'évolution de l'utilité généralisée par les agents A, et donc les éléments de A sont requis par gamma. Il y a 3 niveaux de liberté et de cohérence qui sont requis dans les ensembles d'objets de ce langage ACSPL, du fait de ce principe télique, qui est la fondation du choix d'exister de gamma, et qui se développe à l'aide d'agents A qui captent l'utilité généralisée, qui contrôlent cette utilité généralisée. Les individus sont capables de déterminer si l'environnement dans lequel ils sont est un enfer ou un paradis,
avec cette détection de l'utilité généralisée locale, l'opérateur gamma peut faire évoluer la réalité directionnellement vers la satisfaction de l'utilité généralisée, vers la maximisation globale de l'utilité généralisée, la réduction de la déviation par rapport au souhait syntactique primaire de gamma, et donc l'univers est capable d'évoluer parce que ces éléments agentifs sont capables de réagir à l'état local de cette utilité généralisée. Tous ces processeurs suivent des récursions informationnelles déterministes, les particules subordonnées suivent des lois déterministes, tout comme les agents qui, puisqu'ils se stratifient jusque dans les particules, suivent également des récursions informationnelles déterministes, si ce n'est par le fait qu'ils sont exprimés dans la réalité en parallèle avec cet ensemble de particules, en parallèle avec ces réseaux de neurones qui s'activent selon des récursions informationnelles déterministes. Donc il y a ces récursions informationnelles déterministes, mais gamma et les agents A sont également dans le domaine de la récursion télique pré-informationnelle. Ils ont des degrés de liberté proportionnels à leur complexité, leur cohérence dans la réalité. Voilà pour les objets de ce langage SSPL. Le langage SSPL est également composé d'ensembles R produits contenant un sous-ensemble RO avec sigma O, tau O et pi O d'état de produit LO, incluant toutes les relations de LO et un sous-ensemble RS de télon ou pré-produits générés dans LS par récursion télique, associés à des opérateurs syntactiques globaux ou de niveau agent. Les processeurs O déterminent des produits qui sont à la fois des produits qui appartiennent à ce sous-langage LO de la réalité physique et des produits qui relèvent du sous-ensemble RS de télon ou pré-produits générés par récursion télique qui sont associés à des processeurs, des opérateurs syntactiques globaux de niveau agent. Donc les objets, les processeurs actifs gamma, A et Q produisent quoi? Ces sous-ensembles RS et RO, les télons qui sont des états syntaxe sujets utiles selon les opérateurs globaux au niveau agent, et RO qui reflètent les relations des objets dans la réalité physique, dans LO. Les produits physiques du sous-ensemble RO sont des relations spatiales, sigma O, des relations temporelles, tau O, et des relations spatio-temporelles contenant à la fois la relation de sigma O et de tau O. Cet ensemble-là est noté pi O. Sigma O est constitué de relations d'état pour lesquelles les transducteurs correspondants n'ont pas d'entrée réciproque. Sigma O relève de relations spatiales, et la relation spatiale est décrite ici par le fait que les processeurs qui sont impliqués dans ces relations ne sont pas superposés avec des entrées réciproques, ils sont séparés, n'ayant pas les mêmes variables, les mêmes entrées, séparés dans l'espace, mais imagé, il faudrait du temps pour que ces processeurs puissent avoir des entrées réciproques, donc puissent avoir une intersection syntactique déterminant leurs prochains états. Donc ils sont bien séparés dans l'espace, et c'est pour ça que sigma O reflète les relations spatiales. Puisque le SSPL est pré-géométrique, c'est ainsi, de manière syntactique, de manière linguistique, que se décrit la notion d'espace. Tau O est constitué de séquences d'états consécutifs d'objets uniques, d'objets seuls. C'est une suite temporelle d'états. Et pi O est constitué de processus ou de combinaisons de relations à la fois spatiales et temporelles. RO relève donc des états consécutifs internes des objets, des relations qu'ils ont les uns les autres, spatiales, lorsque ces objets ne sont pas en communication réciproque, ainsi que des descriptions de processus qui peuvent relever donc d'états consécutifs lorsqu'il y a des entrées réciproques. Lorsque les processeurs interagissent entre eux et évoluent les uns les autres, cet état est décrit par pi O, un processus de combinaison spatio-temporelle, où l'espace est compris comme la combinaison de plusieurs transducteurs avec des entrées communes. Donc c'est une rencontre qui aboutit à de nouvelles séquences d'états pour les objets. Le processus consiste donc à des relations spatiales dans lesquelles il peut y avoir des entrées communes qui amènent à des séquences d'états d'objets non pas seuls, mais d'objets ici combinés. Voilà une définition de l'espace-temps pour ces objets de ce langage SSPL en termes de transformation syntactique de processeurs, en termes d'une forme de mériologie dans laquelle les objets vont avoir des états qui peuvent évoluer indépendamment d'autres objets ou suivant d'autres objets par les processus de conspansion que nous avons décrits par lesquels les objets vont s'interpénétrer et vont partager des capacités d'évolution syntactique. En général, ces états ne sont pas entièrement déterminés par la transformation des règles d'état LO, mais nécessitent une augmentation télique pour leur actualisation.
même les produits physiques RO sont déterminés par des ingrédients de ce sous-langage LS, par ces télons de RS. Ces pré-produits peuvent être des déterminations des buts particuliers déterminés par des agents ou déterminés par l'opérateur global gamma. Ces relations spatio-temporelles de la réalité physique R0 ne sont pas indépendantes du langage LS, mais sont déterminées finalement par les règles valides dans L0, mais également par une augmentation, par un déterminisme complémentaire venant de LS. Les lois de la physique quantique ne déterminent pas de nouveaux états dans LO, mais seulement des probabilités. Les télons, la récursion télique, déterminent l'effondrement des fonctions d'onde qui déterminent exactement ce produit R0 de la réalité physique. Voilà ce que produisent les objets de ce SSPL. Ils produisent des déterminations de la réalité physique sous la forme de ces relations spatio-temporelles entre des objets, ainsi que des télons ou pré-produits RS. Les agents et les opérateurs globaux déterminent des télons qui participent à la détermination de l'évolution de l'univers. Ici, on décrit le SSPL quant à ce qu'il produit le sous-langage LO. Même dans ce sous-langage LO, nous devons prendre en compte les produits RS de ce langage SSPL qui participent à la détermination des états observables dans le sous-langage LO, dans la réalité physique. Ces pré-produits se déterminent au cours de l'évolution de l'univers et participent à la détermination des effondrements des fonctions d'onde de manière la plus élémentaire, mais aux déterminations de nouvelles syntaxes pour une description de plus haut niveau de l'impact de ces télons RS. Le télon RS peut être des télons qui sont impliqués dans la construction d'une statue particulière dans un village donné. C'est sous cette forme générale qu'une liberté est exprimée au sein de ces états physiques RO pour atteindre ce télon RS de la construction de cette statue. Et c'est l'aspect fondamental de ce CTMU de présenter l'évolution de réalité physique observable par un langage dont les produits ne sont pas simplement cette réalité physique observable, mais sont également des télons RS, des pré-produits générés dans LS par des opérateurs particuliers, l'opérateur gamma qui assure la cohérence globale et l'orientation globale de la réalité par ce principe télique, et par les agents A qui, eux, captent, détectent, contrôlent, rectifient l'évolution de la réalité de façon locale, d'après leur perception locale de cette utilité généralisée upsilon. Et donc, ces pré-produits, ces télons qui sont générés par ces opérateurs qui sont essentiels pour avoir une structure qui explique la cohérence des perceptions et de l'architecture cognitive qui se pose sur ces perceptions, ces opérateurs actifs, ces processeurs, génèrent non seulement des relations spatio-temporelles physiques qu'on peut observer, mais également des télons RS qui font partie des éléments déterminants de la réalité des produits de cette grammaire gamma. Quelles sont les productions, les règles d'évolution qui s'appliquent récursivement aux produits au cours de l'évolution de la réalité? Les productions sont cet ensemble P des productions de gamma, constituées de N et T, où N est constitué des descripteurs distribués de pi O, incluant les descripteurs markoviens distribués spatio-temporellement et descripteurs conservateurs appelés lois de la physique, tandis que T consiste en des entités actives de LS, analogues à celles de N, mais associées à des télons spécifiques pré-produits de RS et sujets à des variations locales coordonnées dans le contexte de relations téloniques d'ordre supérieur. Les éléments de N sont déterminés dans l'étape primaire de la récursion télique, tandis que ceux de T sont déterminés au stade secondaire de la récursion télique. Donc les productions, ces règles qui sont enforcées par les processeurs pour rénover les produits, nous avons des relations spatio-temporelles RO et des télons, et nous appliquons les productions de cet ensemble à travers ces processeurs qui sont les objets actifs de O. Et donc là, on s'intéresse à quelles sont ces productions qui sont appliquées pour faire évoluer la réalité, pour créer une récursion télique et une récursion informationnelle qui fait évoluer ce langage SSPL. Ces productions, ces règles, sont les descripteurs markoviens distribués spatio-temporellement et conservateurs appelés les lois de la physique. Ces lois de la physique qui sont théorisées, découvertes, font partie de ces descripteurs distribués de pi-O, donc les relations spatio-temporelles dans le sous-langage LO, le sous-langage de la réalité physique, sont conformes à des évolutions d'après quoi? D'après les lois de la physique, d'après les équations de Maxwell, d'après les équations de champ d'Einstein, d'après l'ensemble des lois valides et distribuées sur l'ensemble de la réalité physique. Les autres productions sont des entités qui viennent piocher dans ces télons, dans ces pré-produits RS, et qui font apparaître de nouveaux produits, de nouveaux événements, de nouvelles relations spatio-temporelles ou de nouveaux télons RS, événements qui reflètent des coordinations de nouveaux événements
au regard de relations téloniques d'ordre supérieur. Pour écrire un livre, il existe une relation télonique d'ordre supérieur qui guide l'ensemble des ressources de l'environnement vers l'écriture de ce livre, vers la mise en forme de concept, la mise en forme de syntaxe, la mise en forme des ressources pratiques vers l'écriture d'un livre. Donc les télons sont des ressources d'évolution qui coordonnent l'émergence d'événements, l'émergence de requantisation en accord avec ces télons. Donc une fois que la réalité a ses lois distribuées, et ici n signifie selon moi non terminal, puisque dans la récursion télique primaire, l'état de matière initiale et les lois distribuées sont déterminés, mais la réalité évolue en accord avec les récursions téliques qui ajoutent des télons qui viennent optimiser la réalité vers la maximisation du psilon, la maximisation de l'utilité généralisée. Et donc ce qui détermine de façon terminale la réalité, ce ne sont pas simplement ces descripteurs spatio-temporels distribués qui relèvent de réalité physique, de lois physiques qui sont distribuées, donc vraies dans l'ensemble des points du système, mais la réalité évolue d'après la création de ces télons, d'après les récursions téliques qui viennent piocher dans le potentiel du BT, dans le potentiel de la télèse non liée, et qui rajoutent des réseaux sémantiques, des réseaux de télons qui viennent coordonner des événements en accord avec les lois figées, les lois de la physique, mais suivant des télons qui sont locaux, qui ont été attachés localement à la réalité par des agents, et qui ont eu l'opportunité d'émerger et de constituer une évolution terminale de la réalité avec ce couple des lois distribuées ainsi que des influences locales, agentives, à l'intérieur de cette réalité. Donc l'étape primaire de la récursion télique détermine plus ou moins des règles du jeu distribuées. Le stade secondaire de la récursion télique, qui est exprimé en termes du stade primaire, détermine l'évolution effective de la réalité. L'évolution de la réalité dans la mesure où la réalité attache des télons, attache des pré-produits qui orientent l'évolution de la réalité vers une émergence de couple état-syntaxe qui satisfont l'utilité généralisée telle que perçue par les agents et telle que désirée par l'opérateur global gamma. Ce qui est intéressant, c'est que N et T sont réemployés dans les écrits de Langan pour décrire N, les tellers, et T, les syntacteurs. Les objets sont classifiés comme non terminaux dans le cadre des opérateurs syntactiques agentifs, les tellers, contre les syntacteurs subordonnés qui, eux, sont terminaux. Ici, dans le cadre des productions, c'est un peu inversé, puisque les productions terminales sont ici présentées comme celles qui impliquent les tellers qui sont les objets non terminaux. Donc il y a une différente perspective ici qui convient peut-être de noter pour ne pas être confus en étudiant plus loin Langan. Mais donc ici, l'accent est vraiment posé sur qu'est-ce qui fait évoluer la réalité. D'abord, qu'est-ce qui compose la réalité? Donc on a tous ces stratifications d'objets. Qu'est-ce que produit la réalité? On a les relations spatio-temporelles entre les objets et les télons. Et qu'est-ce qui fait évoluer la réalité? Quelles sont les productions, les règles d'évolution? Il y a ces règles non distribuées qui apparaissent dans certaines mesures un peu terminales, qui sont primitives, mais qui ne sont pas finales pour déterminer l'évolution. Et donc, la régression télique secondaire, puisqu'elle s'exprime en termes de la régression télique primaire, peut être considérée comme la régression télique terminale, puisqu'elle s'appuie à la fois sur la régression télique primaire qui est déjà déterminée globalement, et la régression télique secondaire qui vient préciser l'orchestration des événements terminaux avec la participation de ces télons au cours de l'évolution de la réalité. Donc les lois de la physique ne sont pas suffisantes pour déterminer la réalité, elles sont non terminales. Seulement en faisant intervenir les agents, en faisant intervenir ce langage LS, en faisant intervenir les télons, arrive-t-on à une détermination terminale au sein de la réalité. C'est pour ça que les productions se décrivent en tant que N et T, avec T faisant appel aux télons spécifiques préproduits de RS. Et les télons spécifiques de RS sont déterminés par quoi? Par les tellers non terminaux. Donc là, on marque encore le point du fait que la réalité n'est pas réduite à la réalité physique, que ce soit dans les objets, que ce soit dans les produits ou que ce soit dans les productions. La réalité échappe à la réduction matérielle de la réalité, qui ne reflète que les produits de RO, produits de RO qui ne sont même pas déterminés qu'en fonction de cette réalité matérielle, puisque est issue de productions T qui viennent des entités LS actives, qui viennent donc de ces télons spécifiques RS qui sont déterminés non pas par les lois de la physique distribuées figées qui déterminent tout de façon laplacienne, mais qui sont déterminés par cette récursion télique complète, c'est-à-dire primaire et secondaire, avec les télons qui émergent de l'opérateur gamma et également des entités de niveau agent qui déterminent ces productions de télons et qui aussi font évoluer un ensemble
de télons qui appartiennent à ce langage LS qui forment des réseaux syntactiques, sémantiques, qui se superposent à la réalité et qui orchestrent des événements vers la maximisation de cette utilité généralisée upsilon. Qu'est-ce qui peut manquer à cet ensemble d'objets, de produits de production de cette grammaire gamma qui constitue ce qui transforme le langage, ce que produit ce langage et quelles sont les règles de production qui déterminent comment est transformé récursivement les produits de ce langage. On a l'apparence d'une détermination totale de la grammaire. Qu'est-ce qui manque? Il manque cette configuration de départ, la forme mu, petit mu, qui est identique à l'événement de récursion télique qu'il a créé. La création du SSPL et de la grammaire gamma est une récursion télique, pas une récursion informationnelle algorithmique. C'est cette identité d'événements et de résultats qui détermine les caractéristiques spatiales et temporelles innées de l'espace-temps pour laquelle mu est la graine. La forme mu peut être considérée comme une perturbation intrinsèque ou une asymétrie intrinsèque dans l'UBT, dans la thèse non liée. La forme mu est distribuée sur le SCSPL. La forme mu, donc, c'est cette base de la grammaire gamma sur laquelle la grammaire gamma s'appuie. Elle caractérise la genèse de cette grammaire gamma. Elle est identique à l'événement de récursion télique qu'il a créé. C'est ce choix d'exister. La forme mu caractérise les ressources de la grammaire gamma. C'est la thèse non liée qui fournit les capacités télico-récursives de la réalité, capacité qu'a la réalité d'attacher des couplages entre syntaxe état à l'intérieur des objets de la réalité au cours de l'évolution. La création du SSPL et la grammaire gamma elle-même est une récursion télique qui s'appuie sur la thèse non liée à travers la forme mu, qui est distribuée sur tous les points du système et qui correspond à l'élément de création distribué sur l'ensemble du système. Donc le système, en tout point, reflète cet événement de création. Donc la forme mu, c'est vraiment la graine totale de cette théorie de la réalité qui place les capacités d'évolution de cette réalité comme cette perturbation intrinsèque de la thèse non liée. Donc avec une potentielle infinie de couple état-syntaxe sous forme de thèse, la perturbation intrinsèque génère cette forme mu qui contient non seulement la raison de pourquoi l'univers existe, avec le principe télique, la raison pour laquelle l'univers évolue, l'optimisation de l'utilité généralisée qui relève de ce principe télique. Donc la forme mu, c'est une expression libre, une création libre d'un univers qui prend la forme de ce SCSPL, de ce langage auto-configurant, auto-traitant. L'espace-temps émerge à l'intérieur de mu. L'espace-temps n'est pas externe à l'univers. L'univers ne se déploie pas dans l'espace-temps. L'espace-temps est une caractéristique interne de l'évolution de l'univers. Et la forme mu, donc mu c'est aussi un principe de l'unité multiplexe qui détermine comment l'univers s'inclut dans lui-même, qui détermine la cohérence et consistance de la réalité. Et donc je pense que la forme mu aussi, cette perturbation intrinsèque qui prend cette forme multiplexée, puisqu'il y a un ensemble varié d'opérateurs syntactiques qui reflètent l'unité de cette création de réalité de la forme mu. Il me semble qu'il y a un lien entre le principe de l'unité multiplexe et cette forme mu qui est présentée comme cette graine de l'univers. La forme mu, c'est le souffle. Je lis Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la forme mu, c'est cet esprit de Dieu. C'est dans la théorie du système de la réalité, c'est cette forme, c'est cet ingrédient initial. Et si on pense au fait que cette forme traduit l'existence d'un opérateur global gamma, qui reflète les capacités ou les caractéristiques de Dieu, la forme mu, c'est un souffle de création intrinsèque qui émerge de cette capacité de création infinie, qui me paraît cohérente, sachant qu'on voit qu'il y a une création partielle au moins. La réalité, ce n'est pas rien. Donc il y a du potentiel qui est exprimé, qui évolue, qui se rénove. Et donc, présenter la réalité comme une exploitation d'un potentiel libre paraît tout à fait raisonnable, me paraît tout à fait sérieux. Si on cherche à théoriser sur la nature de la réalité, il me semble juste de théoriser sur l'existant, donc ce potentiel infini UBT comme arrière-plan me paraît raisonnable. Cette forme mu en perturbation de ce potentiel infini me semble aussi raisonnable, en particulier si on la comprend comme ce qui apporte une cohérence et consistance globale pour la réalité. L'unité multiplexe. L'expérience qu'on a de la réalité, c'est une forme d'unité qui émerge d'une multitude de perceptions, mais qu'on conçoit la réalité, on quitte le solipsisme vers un solipsisme distribué dans lequel est également une multitude d'esprits, par le fait simple, par exemple, que multitude d'opérateurs syntactiques, multitude de particules. Donc un potentiel d'existence s'exprime comme une réalité qui contient cette multitude. Donc la forme mu devient cette graine qui génère l'espace-temps à l'intérieur des opérateurs syntactiques afin de déterminer une évolution guidée
guidé vers quoi? Puisque les règles sont distribuées sur l'ensemble des objets, ça fait sens d'avoir un principe télique. Puisqu'il y a du désirable, quelque chose qui est désiré, qui n'est pas désiré, qui est un bien et un mal au moins local, il y a une évaluation de cette réalité. Donc les règles distribuées sont distribuées de manière à faire émerger ce type d'évaluation. Et donc ça me semble raisonnable qu'il y ait un principe télique qui se distribue sur l'ensemble de la réalité et qui justifie l'existence de ces règles distribuées en tant qu'elles font émerger ces évaluations de la réalité comme bonne ou mauvaise, comme désirable ou non désirable. Et les récursions ne peuvent pas être informationnelles. Où se situe l'algorithme? Il faut qu'elle soit une émergence d'une entité qui satisfait une évolution, donc qui peut être perçue, donc il y a une syntaxe de perception qui est quelque chose de spécifique, et donc la syntaxe émerge en même temps que le contenu qui satisfait cette syntaxe, ou qui évolue au sein de cette syntaxe. Et au sens plus fondamental, la récursion est télique. Donc il y a cette forme MU, qui est la base de cette grammaire gamma, qui lui donne ce souffle, cette perturbation intrinsèque, qui la branche sur son potentiel de télèse non liée, et qui détermine une évolution de la réalité qui fait sens au sens de cette forme MU, donc au sens de cette réponse à ce principe télique d'une détermination libre de réalité. Donc ce qui est intéressant, c'est que le support de cette grammaire gamma, si on pense au support d'une grammaire informatique, il y a les composants informatiques, les lois de la physique quantique, il y a toutes ces lois qui supportent la grammaire. Ici, la grammaire est supportée par quoi? Par cette forme MU qui est une composante métaphysique dans la théorie de la réalité qui s'appuie sur cette télèse non liée, qui fournit cette unité multiplexe, donc cet ensemble distribué de sens, ce réseau de sens, distribué sur des ressources communes, les particules communes, mais nucléées par des télons, nucléées par des telleurs, qui font évoluer les produits téloniques de la réalité, qui complémentent l'architecture globalement distribuée des lois de la physique, en unité sous l'opérateur global gamma, qui parce qu'il assure la cohérence et la distribution de syntaxe à l'intérieur des composants, puisque toutes les composantes se stratifient sous l'opérateur global gamma, parce que toutes les composantes, pour appartenir à la réalité, satisfont les syntaxes de l'opérateur global. Si on ne peut pas se connecter à la réalité, on ne peut plus percevoir cette réalité, on ne peut plus être en connexion avec les autres. Toutes les possibilités de communication au sein de la réalité viennent d'un opérateur global gamma qui distribue une syntaxe et qui assure la synchronisation cohérente des événements pour l'individu, pour l'opérateur agentif local. Donc cet opérateur gamma devient le noyau général de l'utilité généralisée, du désirable, du non désirable. Donc le résultat de ces formes MU qui est l'opérateur global qui se distribue dans des opérateurs agentifs et subordonnés, s'identifie au langage SCHPL, s'identifie à l'opérateur gamma. J'essaie de réfléchir à qui de la forme MU ou de gamma détermine l'univers. J'ai l'impression que c'est deux formes distinctes d'un même objet, que nous pouvons appeler Dieu dans sa capacité omnipotente, omniprésente, omniscient. La forme MU est une caractéristique de gamma qui est ce que nous pouvons identifier comme cet opérateur global comme Dieu. Dieu émerge par sa forme MU, si on veut. Et rien de ce qui existe est hors de cette forme MU. Donc la forme MU est totalement distribuée. Même dans ce qui dynamiquement évolue, la forme MU reste identifiable à ce qui évolue, à ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Elle est plus ou moins synonyme de l'existence. Une existence qui donc est attachée à ce principe télique, principe d'évolution globale, qui aurait été vers une utilité généralisée. L'existence est attachée à cette notion de bien. Il y a une certaine notion générative, explorative, mais qui est unifiée par cette forme MU qui est partout distribuée. Et Langen appelle l'âme d'un homme, l'âme d'une femme, un mumorphisme. Donc c'est la forme MU qui se projette à l'intérieur du syntacteur local, et donc qui constitue sa genèse. Donc l'agent qui émerge sous forme d'agent qui va exploiter la télèse non liée. Donc après, couper son âme, couper le morphisme, c'est ne pas participer à ce principe télique qui est contenu dans cette forme MU. Donc puisque la forme MU c'est synonyme d'existence, existence sous cet opérateur gamma qui serait Dieu, j'ai l'impression que Langen suggère que notre expérience de la vie qui émerge de la télèse non liée, le potentiel infini de possible, mais qui est projeté dans l'opérateur global, qui est projeté dans les syntaxes qui nous sont déjà données parce que c'est syntaxes de la physique, syntaxes de tout ça, qui sont coordonnées avec d'autres agents. Donc cette télèse non liée crée une expérience qui est conforme à l'expérience qui nous est offerte par l'opérateur global, qui nous est offerte par Dieu, mais Dieu nous crée à son image. Donc nous sommes un opérateur syntactique dans une forme particulière au même titre que Dieu. Nous nous appuyons sur la thèse non liée. Mais Dieu, c'est l'opérateur global qui crée tout cet univers, toutes ces syntaxes, toute cette structure, et qui nous plonge dans ces conditions, dans ces environnements.
ou en tout cas qui a fait émerger cet univers par lequel nous avons l'opportunité d'émerger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une syntaxe biologique, une syntaxe matérielle, qui permet à un être qui va être vecteur de télon, vecteur de liaison de télèse, d'émerger dans l'univers en tant que capteur-contrôleur de cette utilité généralisée qui est générée par Dieu. Donc nous sortons du potentiel infini à l'intérieur de cet opérateur global en héritant du coup de l'ensemble des syntaxes qu'il a créées pour nous faire percevoir le bien et le mal, pour nous faire percevoir l'utilité généralisée sous la forme d'émotions, sous la forme de plaisir, de douleur et de concepts désirables sur la justice, sous la forme d'évaluation positive, d'organisation de la société. Donc la question c'est, lorsque cet univers ne supporte plus l'expression de notre mumorphisme, de notre âme, qu'est-ce que devient l'opérateur syntactique plongé dans cette aide non liée, si elle n'est plus liée par l'intelligence de l'opérateur global, si elle n'est plus bienvenue à l'intérieur de cet opérateur global. Donc c'est là qu'émerge ensuite la notion théologique de CTMU, dans laquelle il y a le paradis qui est la continuation de l'évolution dans l'opérateur global, gamma, et l'enfer qui est une coupure par rapport à cette intégration dans gamma, dans Dieu. Et donc ces quatre composantes, gamma qui est l'opérateur global, qui est la grammaire, sont ensemble, constitués de ces quatre composants O, R, P et mu, les objets, les produits, les productions, la forme mu. Et c'est ainsi que sont générés les produits physiques de LO, c'est-à-dire avec des opérateurs qui ne sont pas constitués que de particules, mais qui ont des champs d'application plus généraux, le processeur global, les processeurs agentifs et le processeur complètement subordonné de type particules, opérateurs qui ne sont pas compris dans la réalité physique LO. Si la réalité physique est comprise comme LO, donc des opérateurs qui sont dans un domaine métaphysique, qui ont des produits spatio-temporels, mais également des produits téloniques qui déterminent l'évolution de la réalité, encore une fois, avec des réseaux de sens métaphysiques qui ne sont pas réduits au physique, et donc avec ces lois qui sont complètes qu'avec cette récursion télique secondaire qui peut être associée à des télons spécifiques pré-produits de RS. Et donc la forme mu qui constitue cette genèse et cette explication du médium, de la raison d'être de cette grammaire gamma. Où est-ce que ce langage SSPL évolue? Où est-ce que cette grammaire gamma évolue? Elle évolue au sein de la forme mu qui constitue une asymétrie de la télèse non liée qui forme un potentiel illimité de relation à syntaxe.